s'en donne la capacité et qu'on en ait le courage. Ensuite, je crois que Patrick Cohen a rappelé un certain nombre d'éléments tangibles qui ont été apportés par différents services de différents pays. Je pense qu'on peut y ajouter les déclarations de Vladimir Poutine lui-même, qui ne cesse de rappeler que pour lui, les frontières de la Russie doivent s'étendre davantage, qui a déclaré lui-même qu'il se fixait pour objectif d'avoir une armée d'1 500 000 soldats à horizon 2030, de doubler le nombre de ses blindés d'ici là. Ça montre bien et ça témoigne bien d'une ambition qui est celle d'aller conquérir d'autres territoires. Et j'ajoute qu'en tant que Premier ministre, j'ai eu à connaître, évidemment, d'un certain nombre d'ingérences, de manipulations, d'attaques aussi, notamment dans le domaine cyber, sur des infrastructures françaises, des hôpitaux par exemple, des éléments de désinformation qui ont été relayés. Vous savez, il y a un service de l'ANSSI Viginum qui est rattaché au Premier ministre, qui documente un certain nombre d'ingérences et de désinformations qui sont relayées, qui les imputent à ceux qui les relaient. En l'occurrence, on a vu par exemple que des fausses informations sur des massacres qui auraient été perpétrés par des soldats français en Afrique ont été inventées, créées de toutes pièces et relayées par des services russes. Ça me semble assez explicite en matière de menaces. Alors, comment expliquer les réactions à l'extrême gauche et à l'extrême droite? On voit que c'est pas une nouveauté. Depuis le début de ce conflit, en tout cas de la nouvelle étape de ce conflit il y a 3 ans, on a bien vu quelle était l'attitude du Rassemblement national et l'attitude de la France insoumise, de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. D'abord, les deux nous expliquaient jusqu'au moment où l'opération de Vladimir Poutine a commencé il y a 3 ans qu'il ne se passerait rien, qu'il n'attaquerait pas l'Ukraine. Ensuite, ils nous ont expliqué que ça ne servait à rien d'aider les Ukrainiens parce que ça durerait 3 jours ou 3 semaines et qu'ils n'arriveraient pas à se défendre. Ensuite, à chaque fois qu'on a proposé des sanctions au niveau français, au niveau européen, ils s'y sont opposés. En tant que Premier ministre, j'ai présenté et défendu au nom de mon gouvernement l'accord bilatéral de soutien entre la France et l'Ukraine. C'était il y a 1 an à l'Assemblée nationale. La France insoumise, le Rassemblement national n'ont pas voulu le voter. Ils n'ont pas voulu qu'on aide davantage les Ukrainiens. Pendant la campagne des législatives cet été, après la dissolution, Jordan Bardella lui-même expliquait que s'il devenait Premier ministre, il réduirait le soutien militaire à l'Ukraine et notamment, il souhaitait qu'on arrête de leur livrer des missiles de longue portée Scalp. Donc on voit bien, il y a des intérêts historiques du Rassemblement national avec la Russie qui perdurent. Je rappelle que quand la Russie avait organisé un pseudo-référendum en Crimée, parmi les observateurs internationaux, il y avait des membres du Rassemblement national qui étaient dépêchés sur place par le Kremlin. Et pour ce qui est de la France insoumise, il y a une forme de fascination pour tous les dictateurs, tous les autocrates dans le monde qui les conduit à tout excuser. J'étais stupéfait de voir, enfin stupéfait, malheureusement on n'est plus totalement surpris, mais quand j'ai proposé lundi à l'Assemblée nationale qu'on saisisse les avoirs russes pour financer le soutien à l'Ukraine, on a vu la France insoumise s'y opposer. Les mêmes qui nous expliquent toute la journée qu'il faudrait saisir à peu près tous les avoirs de tous ceux qui ont de l'argent en France et qui n'ont rien fait. Quand on parle de saisir les avoirs des oligarques russes et du Kremlin qui agressent un pays. Ces avoirs russes, c'est une idée qui monte de toutes parts. Il n'y a pas que la France insoumise qui s'y oppose. Le gouvernement aussi s'y oppose. On peut écouter Éric Lombard. La position de la France, c'est que ces avoirs russes sont des avoirs qui appartiennent notamment à la Banque centrale de Russie. Je rappelle que nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. Dans le règlement du conflit, le président de la République a déjà dit que la Russie devait contribuer aux réparations des dommages qu'elle a causés, parce que je rappelle que c'est la Russie qui est l'agresseur. Et donc, ces avoirs, dans le cadre du règlement, pourraient, si le règlement y conclut, mais ça peut pas être des avoirs qui seraient capturés, parce que ça, ce serait un acte qui serait contraire, ce serait pas un acte de guerre, mais ce serait un acte qui est contraire aux accords internationaux auxquels la France et l'Europe ont souscrit. Le gouvernement manque de courage en ne voulant pas utiliser ces avoirs. Est-ce qu'il faut absolument respecter le droit? Non, mais c'est un sujet qui est grave et j'ai pas de leçons à donner. J'étais moi-même chef du gouvernement et j'ai défendu la position qui est défendue aujourd'hui. Je considère que depuis, la donne a changé et qu'un certain nombre des arguments qui étaient mobilisés à l'époque ont moins de sens aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'argument juridique, on saisit maintenant les intérêts de ces avoirs. Oui. Et on les utilise pour soutenir les Ukrainiens. Et donc vous avez énormément de juristes qui se sont exprimés dans des tribunes, dans des médias, qui actent le fait que nous pouvons aussi saisir les avoirs. On parle de plus de 200 milliards d'euros. Et avant de faire payer les Français, les Européens, faisons payer le Kremlin pour le soutien à l'Ukraine. J'entends les doutes juridiques, les débats de juristes qui existent. Mais à un moment, quand vous avez un incendie, vous ne débattez pas de la législation sur l'extincteur, vous l'utilisez. Et en l'occurrence, on en est là. Hier, Emmanuel Macron en a appelé à la patrie qui a besoin des Français.